L'histoire, c'est plate. C'est ce qu'on en dit souvent. Parce que ça semble être si loin derrière nous. Mais surtout, c'est parce qu'on la raconte très mal. L'histoire de notre peuple, ce n'est pas que des traités territoriaux, des commissions parlementaires et des débats à n'en plus finir sur l'équilibre budgétaire. C'est pas juste une longue série d'événements à réciter comme une liste d'épicerie parce que ça ne nous concerne pas. L'histoire est composée de grands courants dont on peut encore sentir les vagues de nos jours. Le passé, il nous affecte. Il conditionne notre manière de penser et notre réalité présente. Puisqu'après tout, plus les choses changent et plus elles restent pareilles. Et parfois, la politique, c'est un vrai sport de combat. Parmi une suite de politiciens les plus plates et oubliables les uns que les autres, il y en a qui répondent par la bouche de leur canon. Il y en a qui ont de la prestance et du charisme et qui les utilisent pour valoriser la liberté et les droits. Quand bien même qu'on ne s'intéresserait pas à la politique, elle s'intéresse toujours à nous. Ici, on va voir que toute une épopée se cache entre les pages de vieux livres d'histoire poussiéreux que personne ne lit. Le Québec fut une aventure de passionnés, de grands voyageurs, de révolutionnaires et de rebelles, de visionnaires et de personnages plus grands que nature, tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Faisons place à l'un d'eux, un homme de vision et un grand romantique, Honoré Mercier, l'un des fondateurs de l'État québécois contemporain. Il s'est tenu debout face à des hommes et à des systèmes excessivement puissants et les a même terrifiés. Concerné par la pauvreté abjecte au Québec et conscient de l'importance capitale de la culture, sa volonté de moderniser la province mérite le souvenir à elle toute seule. C'est l'épopée d'un homme qui ouvre un chapitre complet de notre histoire malheureusement oubliée. Honoré Mercier, là, il est parti de rien. D'une petite chaumière d'agriculteur à Sainte-Anne-de-Sabrevois, il a grimpé les échelons jusqu'à la reconnaissance à l'international en tant que chef d'État. Rien que ça met l'endroit sur la map, hein? Un homme de parole, proche du peuple, un politicien comme il ne s'en fait plus, et selon moi, un héros à célébrer. Bienvenue à Honoré Mercier, la plume contre l'épée. Pour commencer, laissez-moi me présenter. Votre humble hôte ici présent, Louis-Albert Lauzon, se fera un plaisir de vous décortiquer la devise nationale du « Je me souviens » pour qu'on se rappelle enfin de ce que ça veut dire, cette maudite phrase-là. Si certains concepts vous échappent, je vous invite à visionner la vidéo de lexique qui se trouve sur la même chaîne ici, sur YouTube. On dit souvent que la plume est plus forte que l'épée. C'est une bien belle phrase, c'est sûr, mais ce n'est pas qu'une formule toute faite qu'on nous répète en cours de français. Car il y a des hommes et des femmes qui l'ont incarné, qui l'ont prouvé. Parmi eux, sans aucun doute, on peut y inclure Honoré Mercier, premier ministre du Québec de 1887 à 1891. Il fut reçu comme un chef d'État dans plusieurs capitales d'Europe, ce qui, en plus de terrifier Johnny MacDonald, le méchant digne de Disney qui a fondé l'État canadien, n'a laissé personne indifférent. À l'époque, c'était l'orateur le plus célèbre de toute la francophonie. Le bonhomme était tellement inarrêtable de par la taille époustouflante de ses bonnes grosses convictions en acier trempé qu'il était même prêt à déclencher une guerre civile contre Ottawa.
Honoré Mercier naît en 1840 sur le domaine de la famille Christie, dont les seigneuries Bleury, Sabrevois, Noyant, Déléry et Lacolle occupent une grande partie de la vallée du Haut-Richelieu. Sabrevois, tant qu'à elle, fut une seigneurie de la Nouvelle-France dès 1750. Elle est nommée en l'honneur de Clément-Charles Sabrevois de Bleury, lieutenant de la marine et commandant du fort Chambly. Aujourd'hui, son lieu de naissance se trouve dans la municipalité de Sainte-Anne de Sabrevois. La maison natale de Mercier s'y trouve toujours et c'est aujourd'hui un musée consacré aux personnages dans lequel je me trouve tous les étés depuis quelques années déjà. Vous avez absolument aucune excuse pour ne pas venir, là, c'est gratis. Tu sais, je vous vois passer à chaque jour, venez-vous-en donc, Calvaire, le temps se fait long, là. La famille Christie, faisant partie d'une élite coloniale qui s'est approprié les terres et les titres de l'ancienne élite française, est foncièrement conservatrice, même selon les critères de l'Empire britannique de l'époque. Ça, c'est pas peu dire. On y voit donc l'exploitation des conquis comme non seulement justifiable, mais morale. Faut le faire. Saint-Jean-sur-Richelieu, alors appelé Saint-John, s'impose comme un point tournant de la traite du bois et devient rapidement une grande ville industrielle de l'époque. C'est là qu'on construit le premier chemin de fer du Canada, surnommé plus tard le Grand Tronc, reliant les États-Unis à Montréal par le biais de la prairie. Vous pouvez donc facilement imaginer ce que les parents de Mercier en disaient. Ils lui ont sans doute raconté leur enfance, à explorer les bois qui les entouraient lorsqu'ils n'avaient pas à travailler dans les champs, revenant juste pour brailler à leur mère puis stouler une niaiserie que leur grand frère leur a faite. Quelques années auparavant, la région natale de Mercier est le théâtre de la guerre de 1812, alors que les troupes américaines tentent une invasion. D'ailleurs, si vous venez au musée, on a quelques boulets de canon datant de cette guerre. Si vous êtes bien gentil et que vous m'écoutez comme du monde, je vais vous les montrer. Sinon, pas de bras, pas de chocolat. C'est en plein milieu de tout ça qu'Honoré Mercier voit le jour. Il est le 5e fils de Marie Kimner et de Jean-Baptiste Mercier, cultivateur de métier, partisan patriote et grand admirateur de Louis-Joseph Papineau. Il aurait même tiré quelques coups de feu durant la rébellion des Patriotes en 1837-38. En réponse à ça, et comme pendant la conquête, l'armée britannique est brutale. Des villages entiers sont brûlés par les milices et l'armée, qui pillent les biens des familles désormais privées de pères, ne leur laissant que les vêtements qu'ils portaient sur le dos, et ce souvent au beau milieu de l'hiver, comme en témoigne ce cas. Aux environs de Napierville, dans les bois de la Colle, une femme fut trouvée assise au pied d'un arbre, un enfant dans ses bras et 2 à ses côtés, tous 4 morts de faim et de froid. Pourtant, Jean-Baptiste a pu échapper au pire, lui. Ayant comme son fils des bons gros principes bien solides, si massifs qu'ils avaient leur propre centre de gravité, il a même escorté 2 patriotes à la frontière des États-Unis, les sauvant ainsi de la pendaison et d'une mort certaine. Pour cela, on l'emprisonne quelques jours au bâtiment qui est aujourd'hui le musée du Haut-Richelieu sur la place du Marché. Le petit Honoré s'est sûrement déjà vanté à ses camarades de classe qui lui disaient « Mon père est plus fort que le tien », en rétorquant « Mon père s'est battu contre les Anglais, il a fait du temps, puis il n'a rien avoué. Toi, ton père, il se cachait. » La maison des Mercier, c'était un haut lieu de rassemblement patriote dans la région où la bière coulait à flot, comme les paroles enflammées lors de débats et de discussions sur la politique, entre 2 swingages de baquaises dans le fond de la boîte à bois, sur des airs de violonneux qui ont probablement fait un pacte avec le diable tellement qu'ils déchaînaient leurs zing-zing comme si leur vie en dépendait. Jean-Baptiste était alors ce que l'on appelait un rouge, c'est-à-dire un partisan du parti du même nom, aussi appelé Parti démocrate. On parle donc d'une politique foncièrement progressiste pour son époque, favorisant un gouvernement responsable, la démocratie et la reconnaissance de notre culture désormais minoritaire en son propre pays. Ils sont assez radicaux pour l'époque et s'opposent au Parti bleu, plus conservateur, formé de réformistes modérés, proche de l'Église catholique et de la monarchie britannique. Comme on dirait de nos jours, là, des vieux mononcles frustrés. Le Parti rouge descend directement du Parti patriote, aussi connu sous le nom de Parti canadien. Donc, avant les années 1830 à 1840, les Canadiens français sont unis sous une seule et même bannière politique. Mais ensuite, les Rouges font face à un problème de taille. L'Église les déteste. C'est de là que nous vient la fameuse phrase « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge ».
alors qu'on se mêle de plus en plus de la politique à l'Église et à l'école, qui est contrôlée par les religieux, elle aussi. Le clergé les blâme d'être des têtes brûlées, ayant causé la rébellion. Mais en effet, avant même que les patriotes ne prennent les armes, des milices partisanes de l'Empire britannique ouvertement suprémacistes sont formées. Les mêmes personnes mettront le feu au Parlement du Canada uni, se trouvant alors à Montréal, alors que Mercier n'a que 9 ans. C'est sous cette menace que les patriotes prennent les armes en 1837, également en réponse au refus catégorique de toutes les demandes visant, entre autres, l'égalité des Canadiens dans leur propre pays, ainsi que la citoyenneté des Autochtones. Dans les faits, si l'Église les déteste, c'était probablement parce qu'ils défendaient la laïcité, la séparation entre l'Église et l'État. Ce qu'il faut dire, c'est que les conditions de vie étaient absolument misérables pour la plupart des Canadiens français tout le long des années 1800 et même bien après. Pour vous donner un ordre de grandeur, Montréal était la deuxième capitale internationale de la mortalité infantile après Calcutta en Inde. Pourtant, dans le Mille Carré doré, à Montréal, les grands propriétaires victorieux de la conquête jouissaient de la plus forte concentration de richesses de la planète. Les inégalités ici étaient donc tout à fait comparables à celles des autres colonies. De son père, Mercier retient une phrase qu'il cite souvent en parlant de nous, les Canadiens français. « Conquis, mais jamais soumis. Voilà l'origine de l'homme, quand même. » Dans ses journaux personnels, Mercier mentionne un moment marquant de son enfance. Le 24 juin 1852, il célèbre la Saint-Jean à Saint-Jean. Il n'y a pas meilleur nom de ville pour célébrer ça, là. Là-bas, il a assisté aux événements de la même fête que l'on célèbre encore de nos jours. Il écoute des discours patriotiques qui l'animent et l'inspirent vraiment. Totalement épris d'admiration devant la verve et la poésie de ses militants politiques, le petit Honoré se rend compte de toute la puissance de la parole, ce qui le marquera tout le reste de sa vie. L'amour des lettres du jeune Honoré n'est que renforcé à la maison, puisque son père valorise beaucoup l'éducation, ayant été lui-même commissaire d'école, malgré son humble profession d'agriculteur qui ne garantissait pas d'énormes richesses. Il parvient quand même, malgré tout, à faire entrer son fils au collège Sainte-Marie à Montréal. De nos jours, il en reste le Jésus, ancienne église convertie depuis en centre culturel. Il étudie donc auprès des Jésuites, à la pensée nettement moins progressiste que son père. Il obtient ensuite un poste de stagiaire en droit à Saint-Hyacinthe sous la tutelle du neveu de Louis-Joseph Papineau, Augustin Cyril Papineau, et d'un dénommé Maurice Laframboise. Ça, c'est un détail, il est peu connu, cet homme-là, mais tu sais, il faut le dire, je trouve son nom tellement délicieux, le Maurice Laframboise. Mercier, lui, s'éparpille quelque peu, écrivant au Courrier de Saint-Hyacinthe, publication associée au Parti conservateur appartenant à Georges-Étienne Cartier. Lui, c'est le gars qui a écrit la Constitution, essentiellement. Il poursuit donc sa passion pour la littérature et la politique. Très engagé, il y défend ses convictions. L'indépendance du Canada par rapport au Royaume-Uni, qui demande un paiement pour une armée qui ne pourrait même pas les défendre en cas d'invasion par les États-Unis. Tu sais, imaginez payer pour l'armée d'un pays qui ne pourrait même pas vous aider. Puis en plus de ça, ils ont tiré sur votre père. Il y dénonce la polarisation trop tranchée entre les partis politiques qui divisent les Canadiens français et critique la demande de vote proportionnel de la part de ce que l'on appelle de nos jours l'Ontario, le Haut-Canada. Après la conquête, ils ont obtenu la parité politique avec le Bas-Canada, le Québec de nos jours, mais après la conquête, les deux ont donc le même poids politique, malgré le fait que la population du Québec est plus grande. À l'époque de Mercier, donc, les Ontariens demandent le vote proportionnel à la population, alors qu'ils sont désormais plus nombreux. C'est un acte de trahison pour Mercier. Le régime britannique profite donc de l'écrasement de la révolte des Patriotes pour fondre les deux colonies en un seul État et afin de justifier la mise en minorité des Canadiens français. Malgré les convictions de son père, le jeune Mercier est donc plutôt modéré, considérant les libéraux, des anciens rouges, comme trop radicaux et limitant ainsi la possibilité de former un front commun de Canadiens français qui sont, je le rappelle, de plus en plus minoritaires. Essentiellement, il disait « pas de chicane dans ma cabane ». On va le voir plus tard, la Confédération va le faire changer d'idée sur un temps.
À cette époque-là, Mercier fait son grand charmeur. C'est le seul premier ministre dont on a publié les lettres d'amour. À sa première femme, Léopoldine Boivin, il écrit « Je retournerai à Montréal, heureux et content de t'avoir vue si grasse, si gaie, si heureuse et si belle et si remplie de juste et légitime espérance. Je n'essaierai pas de te décrire mon bonheur, ce serait vouloir prendre la lune avec des dents. » Pouvez-vous imaginer être un si grand charmeur, si habile en français, qu'il vous serait possible de dire à votre dulcinée qu'elle est rendue un peu grassette d'une si belle manière et sans en subir les conséquences qui seraient inévitables pour le commun des mortels? Il passe l'examen du barreau en 1864 afin de devenir avocat. Juste avant, on lui apprend que son père est décédé. C'est là qu'advient un point tournant pour lui, la Confédération canadienne. Il s'y oppose dès 1864. Claude Corbeau, politologue, ancien recteur de l'UQAM et expert sur Mercier, en dit « Les difficultés de l'Union de 1840, comme la présence grandissante des États-Unis au Sud, amènent des discussions entre les deux provinces du Canada uni d'une part et le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse d'autre part pour former une plus large union de colonies britanniques d'Amérique du Nord. Ce projet est piloté par des politiciens conservateurs comme Cartier. Alors que le Parlement du Canada uni refusait certaines demandes des deux colonies maritimes associées au projet de confédération, Georges-Étienne Cartier accepte que le Bureau colonial de Londres procède lui-même à l'arbitrage du différend. Ça, c'est une pilule que Mercier refuse d'avaler. En d'autres mots, il est en beau fusil. Selon lui, le dossier est déjà réglé au Canada et il voit la chose comme une ingérence de Londres et de Cartier qui ne veulent pas se mêler de leurs maudites affaires. Il quitte donc le Parti conservateur et se tourne vers les libéraux plus nationalistes. C'est une période vraiment sombre pour Mercier. En 1867, la Confédération est mise en place malgré le pétage de coche magistral de Mercier. En 1869, après seulement 2 années passées ensemble, Léopoldine, qui a la santé fragile, meurt tragiquement à l'âge de 25 ans, après avoir donné naissance à leur unique enfant. Il subit de nombreuses attaques politiques, alors les conservateurs le traitant publiquement de traître et de vire-capot. Tout seul à s'occuper de sa fille, il travaille comme avocat et se détache de la vie politique pour quelques années. Ce n'est qu'en 1871 que Mercier réapparaît sur la scène politique. Il fonde le Parti national au palier fédéral. C'est un peu l'ancêtre du Bloc québécois, qui forme une coalition pour défendre les intérêts de la nation. Cette aventure politique ne dure que très peu de temps, mais ils y défendent alors l'autonomie des provinces et l'élection des sénateurs qui ne sont toujours pas élus de nos jours. Il est élu en 1872, mais quitte ensuite le palier fédéral et se tourne vers le Parti libéral du Québec. Il est élu et le demeurera jusqu'à la fin de son aventure politique. Gravissant les échelons du parti, il en devient le chef en 1883. En 1885, une crise d'envergure frappe l'ensemble du Canada. C'est le procès de Louis Riel, fondateur du Manitoba et chef des Métis. Ayant organisé la résistance de ce peuple autochtone métissé avec des Canadiens français, il lutte contre l'invasion des forces armées envoyées par Macdonald pour conquérir l'Ouest canadien. Il s'exile ensuite aux États-Unis avant de revenir pour mener une deuxième révolte alliée aux Cris des Plaines. Il est arrêté et jugé pour trahison à Regina par un jury de 6 anglophones protestants, tous unilingues, et d'un juge également unilingue anglophone qui déteste ouvertement les Métis. Le jury décide sans équivoque de sa culpabilité et le juge le condamne à mort. Le Québec part littéralement en feu. Des émeutes sont déclenchées immédiatement afin de sauver Riel. Des batailles éclatent dans les rues alors que l'ensemble des francophones du Québec voient rouge. Johnny Macdonald n'a qu'une seule chose à en dire en anglais. Il sera pendu, même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. Mercier se bat alors aussi pour essayer d'annuler sa peine de mort de son côté, par tous les moyens possibles, mais en vain.
Il fait toujours la promotion du Parti national. Il prononce alors un célèbre discours, un appel à l'unité des Canadiens français, où il déclare « Cessons nos luttes fratricides, unissons-nous ». Quelques jours avant la pendaison, il envoie une lettre à un député fédéral canadien-français, Chapleau. Et cette lettre, c'est un vrai missile balistique intercontinental. Je cite « Chapleau, si Riel est pendu sans que tu résignes, tu es un homme fini. Si tu résignes, tu sauves Riel. Dans le premier cas, le Parti libéral a un adversaire de moins et le Parti conservateur une honte de plus. » Il l'invite donc à revenir au Québec où ils pourront organiser une résistance au gouvernement fédéral ensemble. Mercier et les Canadiens français étaient prêts à déclencher une révolte. Son père aurait été bien fier de lui, là. Chapleau écrit une lettre de démission, mais abandonne à la dernière minute de peur de provoquer une guerre civile. Ce dont Mercier n'avait pas peur. Comme on dirait dans la parlure populaire des Internets, Mercier, là, c'était un giga-Tchad. Le 16 novembre 1885, Louis Riel est pendu. Quelques jours plus tard, le 22 novembre, une foule d'environ 50 000 Canadiens français se rassemble au Champ de Mars afin d'assister à une assemblée de politiciens nationalistes. Mercier prend la parole. « Riel, notre frère, est mort, victime de son dévouement à la cause des Métis dont il était le chef, victime du fanatisme et de la trahison. » Du fanatisme de Sir John et quelques-uns de ses amis et la trahison de 3 des nôtres. En tuant Riel, Sir John n'a pas seulement frappé notre race au cœur, mais il a surtout frappé la cause de la justice et de l'humanité. Nous sommes ici 50 000 citoyens réunis sous l'égide protectrice de la Constitution, au nom de l'humanité qui crie vengeance, au nom de 2 millions de Français en pleurs pour lancer au ministre fédéral en fuite une dernière malédiction qui, se répercutant d'écho en écho sur les rives de notre grand fleuve, ira l'atteindre au moment où il perdra de vue la terre du Canada qu'il a souillée par un meurtre judiciaire. Il en dit donc que MacDonald a bafoué, en exécutant Louis Riel, toutes les minorités du monde. Une crise constitutionnelle s'ensuit au Québec, aux nombreuses technicalités dont je vais vous épargner la lourdeur, mais l'important, c'est que Mercier en ressort victorieux et rentre au pouvoir en tant que premier ministre du Québec en janvier 1887. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mercier s'affaire tout de suite à la tâche en vrai bourreau de travail. Pendant une courte période de presque 5 ans, il change complètement le Québec, le propulsant vers celui que l'on connaît aujourd'hui. Il convoque la première conférence interprovinciale afin d'organiser les provinces du Canada pour que chacune d'entre elles obtienne plus d'autonomie gouvernementale. Il propose de retirer à Ottawa ses droits de veto et, en général, de donner plus de pouvoir et de subventions aux provinces face à un gouvernement fédéral naissant, très centralisateur. Mercier voit donc l'autonomie provinciale comme une manière de cimenter la place politique des Canadiens français. Il prône donc également un gouvernement qui intervient pour le bien-être de ses citoyens, un gouvernement créatif et actif qui encourage le développement de la société québécoise. C'est le premier ministre à avoir parlé d'indépendance. En tout pour tout, Mercier fera adopter plus de 300 lois, ce qui est énorme, même de nos jours. La CAQ ayant fait passer 125 lois lors de son premier mandat. En quasiment 5 années au pouvoir, il emmène large en si peu de temps. Il augmente le nombre de comtés et élargit l'accès au droit de vote. Il promet de bâtir un premier pont entre Québec et Lévis. Ce qu'il a fait, et ce, rapidement. On pourra dire que c'est le premier lien. En éducation, il fait la promotion constante de l'importance de l'instruction publique. Il augmente drastiquement les subventions des commissions scolaires et fonde des écoles du soir gratuites pour les ouvriers. Il favorise l'agrandissement et la fondation de nombreuses écoles de métiers. Rapidement, de plus en plus de Canadiens français apprennent à lire et deviennent des ouvriers spécialisés. Il est également le premier ministre à établir des subventions pour la culture, en particulier dans le domaine du livre et des bibliothèques publiques.
En économie, il assure la stabilisation des revenus et des finances du Québec qui étaient jusque-là très irrégulières. Il fonde le ministère de l'Agriculture qui offre gratuitement des terres aux cultivateurs. Il lance la spécialisation agricole en ouvrant les premières fromageries et beurreries. Un réseau entier de chemins de fer relie les différentes régions du Québec de manière nettement plus efficace, sans laquelle notre population aurait d'autant plus été réduite et donc d'autant plus minoritaire au Canada, face à un exode vers les États-Unis et face au taux de mortalité astronomique de l'époque. Déjà, il prévoit l'industrialisation et fait même la promotion de l'hydroélectricité, tout en faisant passer des lois de protection des travailleurs, la sécurité au travail, incluant des lois concernant les droits des femmes et des enfants. Parce qu'à l'époque, les enfants travaillaient à l'usine. De nos jours, il travaille au Tim Hortons. Honoré Mercier, lui, il aurait voulu le voir sur des bancs d'école. Comme quoi, le passé est parfois en avance sur notre temps. Par 2 fois, il va en Europe pour faire des missions diplomatiques. Il ne laisse personne indifférent et est reçu comme un chef d'État à Paris et à Rome, ce qui effraie et énerve grandement les conservateurs. Comme prétexte pour son premier tour en 1889, il annonce publiquement qu'il y va afin de consulter des médecins spécialistes pour ses maux de gorge chroniques. Dans les faits, il y est allé pour faire la promotion du Québec lors de l'Exposition universelle de Paris. Puis ça, il faut l'admettre, c'était quand même très habile. Il se rend également à Londres et à Rome. En France, il est accueilli par le président français qui est si fasciné par le personnage charismatique qu'il le nomme chevalier de la Légion d'honneur, la plus importante décoration honorifique du pays. Le pape le reçoit également. Le Québec apparaît pour la première fois sur la scène internationale. Et quelle entrée! Mercier est adulé comme le plus grand orateur de son époque. Il revient également avec des investissements des banques européennes, déjouant la bourse de Londres qui dominait avant là les investissements dans la colonie. Ses discours lui valent l'admiration des politiciens comme du peuple. Il y retourne en 1891. Il est évidemment réélu en 1890, mais son succès écrasant ne durera pas longtemps. Du haut de ses accomplissements et de sa célébrité, il tombe aussi vite qu'il a monté. Alors qu'il s'est absenté pour son 2e voyage diplomatique, une catastrophe l'attend à son retour. Derrière son dos, Ernest Paquot, le trésorier du Parti libéral, s'est rempli les poches avec des enveloppes brunes en octroyant un contrat privilégié à une firme américaine en dessous de la table pour la construction d'un chemin de fer Matapédia-Gaspésie. C'est le scandale de la baie des Chaleurs. Honoré Mercier est accusé de corruption et destitué par le lieutenant-gouverneur qui ordonne une commission d'enquête. Après de nombreuses délibérations, la commission est obligée d'admettre l'innocence de Mercier. Le système politique monarchique et fédéral l'interdit d'être premier ministre à nouveau. Désormais détesté, il est abandonné de tous. Traîné en procès, même s'il est acquitté de toute charge en 5 minutes, sa réputation est totalement ruinée après de nombreuses campagnes de salissage. Cet abandon collectif mène immédiatement à sa faillite personnelle, puisqu'il croulait sous les dettes. Tous ses excès et la fatigue le rattrapent. Il meurt du diabète en 1894. À ses funérailles, une foule de près de 70 000 personnes se rassemble pour le célébrer. Son image est restaurée en tant que héros du peuple et défenseur de la liberté des Canadiens français, mais aussi des minorités des colonies du monde. Un monument à son honneur se trouve encore de nos jours devant l'hôtel du Parlement de Québec à la place de l'Assemblée nationale. Lors de son inauguration en 1912, on en dit « Et vous qui passez devant cette statue de bronze, saluez-la, c'est l'âme de la patrie, c'est Mercier. » L'héritage de Mercier est donc immense. Puis ce grand homme-là est né à Sabrevois, dans une petite chaumière d'agriculteurs. Entre autres, on peut aussi saluer sa défense de l'autonomie provinciale qui allait directement à l'encontre de l'ambition de John A. Macdonald, qui, lui, voulait un seul Parlement pour l'ensemble du Canada. Si l'on a encore un Parlement au Québec, c'est en grande partie grâce à Mercier.
Je vous invite donc à venir visiter sa maison natale, si vous voulez en savoir plus sur l'homme, son histoire et celle du Québec. C'est également une des seules maisons du genre qui tient encore debout dans la région. Présentement, je me trouve au Centre d'art de Sabrevois, où il y a d'excellents spectacles, des expositions d'art visuel, des résidences d'artistes et de nombreuses autres activités. Anciennement appelée l'église du Messie, inaugurée en 1848, c'est d'ailleurs un objet important de notre patrimoine bâti au Québec. À Sabrevois, on peut aussi y trouver le quai Ryan, construit en 1830 et qui occupait une place centrale dans l'économie de la province. De nos jours, il a été restauré et le quai offre une vue magnifique sur la rivière et de nombreuses activités. Comme Mercier, je suis tellement fier de cette belle région qu'est la vallée du Haut-Richelieu. Elle a vu tant de personnages illustres. On a quand même Jerry Boulet, là. Voilà, c'est tout. J'aimerais remercier la MRC du Haut-Richelieu ainsi que la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois pour avoir rendu possible cette production. À tous ceux qui m'ont soutenu et qui croient en l'importance de la figure de Mercier, je vous remercie du fond du cœur. Un grand merci à Jay Leblanc, derrière la caméra présentement, et à Louis-Philippe Farran pour la musique. Allez, salut et à la prochaine! Mon père n'avait de garçon que moi, des mitaines, pas de pouce en hiver. Mais au chantier, il m'a envoyé en souliers de bœuf, le nez morveux, dans le bois tout le temps, beau temps, mauvais temps. Mon Dieu que c'est donc de la misère. Pis des chaussons, pis des chaussettes, pis des mitaines, pas de pouce en hiver. Y'a le foreman qui est un gros boulet, des mitaines pas de pouce en hiver. Y'a ben manqué de mestre-pied en souliers de bœuf, le nez morveux dans le bois tout le temps, beau temps, mauvais temps. Mon Dieu que c'est donc de la misère. Pis des chaussons, pis des chaussettes, pis des mitaines pas de pouce en hiver.